Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à l'appel à projet Structure 3.0. Alors j'attends peut-être quelques secondes pour commencer le temps que tous les participants aient pu nous rejoindre. Il y a quelques messages dans le chat, donc je pense que ça veut dire que vous nous entendez, que vous voyez le support, donc tout a l'air de bien démarrer. Alors petite information, logistique pour voilà, des imprévus de dernière minute, on a été obligé de raccourcir légèrement la durée de ce webinaire. Donc on sera obligé de vous laisser malheureusement à 16h15. Mais normalement, on a largement le temps pour dérouler la présentation avec Lynn et prendre du temps pour les questions que vous auriez. Et si jamais il y avait évidemment des questions non traitées, lors de ce webinaire, nous vous transmettrons aussi l'adresse mail à laquelle vous pouvez poser vos questions. Et s'il y a des questions restantes dans le chat, on pourra aussi, y répondre, voire créer une foire aux questions à l'issue du webinaire si on sent que c'est nécessaire. Donc voilà, à nouveau, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Et donc on est 2 à présenter ce webinaire Structure 3.0. Moi, je suis Elsa Créache, je fais partie de l'Agence du numérique en santé, et je m'occupe entre autres du pilotage de cet appel à projet pour l'Agence du numérique en santé. Je suis aussi, beaucoup impliquée sur, l'animation de la communauté des tiers-lieux d'expérimentation en santé, ce qui n'est pas sans rapport, complètement avec le sujet du jour. Je laisse la parole à Aline pour se présenter et puis lancer le webinaire. Merci Elsa, bonjour à tous et ravi de vous retrouver aussi nombreux pour la présentation de l'appel à projet Structure 3.0 sur cette nouvelle édition. Donc je suis Lynn Farah, je travaille à la délégation au numérique en santé, qui est donc au ministère de la Santé. Je suis directrice des grands défis sur les dispositifs médico-numériques en santé mentale et sur les dispositifs médico-numériques et bien vieillir. Et je suis également responsable des sujets d'intelligence artificielle en santé. Alors pour, débuter cette, présentation, ici c'est un rappel, hein, puisque l'appel à projet, Structure 3.0, préexistait, précédemment. Sur l'édition 2025, donc il est toujours dédié au social et au médico-social. Vous retrouverez tous les éléments qui vont être présentés aujourd'hui dans le cahier des charges de l'appel à projet qui, comprend également, des éléments sur le cadre de réponse et des annexes sur le lien qui s'affiche à l'écran, et que vous aurez à l'issue de la présentation, et qui est déjà disponible en ligne. Pour rappel également, la date limite de candidature est prévue au mardi 30 septembre 2025. Donc sur la slide suivante, c'est plus des éléments de contexte qu'on souhaitait repartager avec vous. Parce que cet appel à projet, on a souhaité l'inscrire dans le cadre des plans d'action, des grands défis, à la fois celui sur le numérique et bien vieillir et celui sur le numérique en santé mentale. Ces grands défis, ils ont pour objectif de faire émerger des dispositifs médicaux numériques innovants pour répondre à différents besoins, à la fois pour les patients, les professionnels, les aidants, dans différentes étapes de la prise en charge, ça va de la prévention au repérage, en passant par la prise en charge, le suivi pour répondre à des besoins de santé mentale et au service aussi des personnes âgées. Donc, c'est un et où ces grands défis donc ont différents plans d'action dans lesquels on a notamment le fait d'accompagner les ESSMS dans leur maturité à l'innovation numérique et d'autre part de collecter des données et de générer des preuves sur différents critères. Ça peut être d'efficacité, d'impact médico-économique, d'impact clinique, d'impact organisationnel, des éléments de sécurité, avec des études qui soient robustes et sur lesquelles on puisse s'appuyer pour derrière potentiellement diffuser plus largement au reste des acteurs. Alors quelques mots maintenant sur les conditions d'éligibilité à cet, appel à projet. Lynn, je te laisse prendre Merci le beaucoup. début. Donc sur, les thématiques, qu'on a souhaité, sur lesquelles on a souhaité orienter, Structure 3.0, pour l'édition de cette année, c'est de pouvoir porter un projet qui, porte sur l'évaluation en conditions réelles d'utilisation de l'impact d'une solution numérique innovante. Donc, tout type de solution numérique, elle peut être dispositif médical numérique ou non et contribuer à une des thématiques, citées
et ou aux deux, mais en tout cas, soit au sujet du bien vieillir, de l'accompagnement de la personne âgée, des aidants, ou qui a trait aux enjeux de santé mentale. Sur les solutions, en tout cas sur les caractéristiques des solutions attendues dans le cadre de cet appel à projet. Alors là, ça concerne tous les domaines du secteur social et médico-social, sur des solutions numériques, comme je vous le disais, DM ou non, mais dont le niveau de maturité technologique, donc le TRL, soit quand même bien avancé, donc un TRL 8 sur les 9 niveaux de TRL, c'est-à-dire qu'au démarrage du projet, pour que la solution puisse être utilisée, testée en conditions réelles d'utilisation, mais pas encore largement déployée dans les structures sociales et médico-sociales. C'est tout l'objet justement de l'appel à projet, de pouvoir potentiellement derrière transposer et s'aimer ces expérimentations. Donc les objectifs qu'on attend, c'est à la fois de tester en conditions réelles ces solutions et d'évaluer, comme je vous le disais, l'impact sur les plans cliniques, organisationnels, mais également l'impact budgétaire. Ça peut être sur ce point-là, en fait, que les éléments de preuve manquent, sur l'impact en termes de qualité de vie et sur les conditions de travail des professionnels. On attend également des solutions numériques pour faciliter les conditions de travail des professionnels qui accompagnent donc les patients, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap psychique. Et puis, le deuxième point, c'est d'évaluer aussi les freins et les leviers au déploiement et à l'usage de ces solutions, d'où l'intérêt des tests en vie réelle. Notre finalité, c'est de pouvoir partager également l'ensemble des travaux qui seront réalisés, les méthodologies qui seront employées et les résultats qui vont être obtenus. Donc, résultats aussi bien en termes de difficultés rencontrées, de freins et de leviers qui ont pu être activés pour que ces expérimentations puissent être déployées dans d'autres, on va dire, établissements qui, eux, n'auraient peut-être pas pu contribuer sur ces projets. Je fais un petit temps de pause, Lynn. Je vois que certaines personnes me disent ne pas voir la présentation. Ah, d'accord. J'ai l'impression que cela dit, la majorité des participants la voient bien. Est-ce que par un petit pouce levé ou autre, vous pouvez me confirmer que ouais, je vois pas mal de pouces levés. OK, merci beaucoup. Comme on Majorité parfois du mal confirmée. à savoir qui voit et qui voit pas. Bon, bah, du coup, désolée pour les quelques personnes qui ont des petits soucis de connexion. Alors, on continue sur les conditions d'éligibilité à cet appel à projet. Donc, au-delà des thématiques, du type de solution attendue, des objectifs qu'il faut respecter, on a aussi des conditions d'éligibilité assez classiques sur le profil des candidats. Donc, ce qu'on attend comme répondant à cet appel à projet, c'est un ESMS, enfin une structure, un établissement ou un service social ou médico-social tel que stipulé dans le code de l'action sociale et des familles. Donc, c'est bien une structure sociale ou médico-sociale qui doit porter la candidature et en être ce qu'on appelle le chef de file. Plusieurs autres structures sociales ou médico-sociales peuvent candidater aux côtés de ce chef de file, il n'y a pas de souci. Au contraire, d'ailleurs, on serait même plutôt ravis d'avoir des expérimentations de solutions numériques sur plusieurs sites ou plusieurs structures. Et aux côtés de la structure sociale ou médico-sociale qui répond, il faut aussi qu'on ait un fournisseur de solutions numériques innovantes qui va apporter justement cette solution qui sera évaluée. Donc, en tant que structure sociale ou médico-sociale, vous devez forcément avoir identifié un, ou là aussi plusieurs éventuellement, fournisseurs de solutions numériques au moment de la candidature. Un petit point d'attention sur lequel je ferai un focus juste après. En tant que porteur de la candidature, la structure sociale ou médico-sociale doit s'assurer que sa relation avec le fournisseur de la solution numérique respecte bien les règles légales, on va dire, notamment les règles de la commande publique. Je reviens dessus juste après. Dans les conditions d'éligibilité, on cherche aussi des projets dont la durée n'excède pas 24 mois, sauf éventuellement exception argumentée, mais il faudra vraiment sacrément bien argumenter pour pouvoir justifier d'aller au-delà des 24 mois d'expérimentation. Les modalités de candidature, donc il faut déposer un dossier complet, évidemment, dans les délais impartis, c'est-à-dire d'ici le 30 septembre, sur la plateforme Démarche simplifiée, dont vous retrouvez le lien aussi au moment où vous téléchargez le cahier des charges et le cadre de réponse de l'appel à projet. Alors justement, le petit focus que je voulais vous faire, sur, cette relation, structure sociale ou médico-sociale qui répond à l'appel à projet et fournisseur avec qui elle répond. Donc il faut que ça respecte, les règles de la commande publique, évidemment. Donc pour être dans les règles de la commande publique, il y a quelques indices
qui permettent de l'apprécier. Alors, c'est pas, comment dire? Les choses ne sont jamais aussi noir ou blanc, mais ça vous donne des pistes de réflexion ou en tout cas des éléments à sécuriser dans vos structures au moment de faire la réponse. Donc, première situation dans laquelle vous êtes en conformité avec les règles de la commande publique, c'est quand votre structure ne constitue pas un pouvoir, adjudicateur, au sens de la commande publique. 2e situation, c'est si au moment de répondre à l'appel à projet en binôme avec un fournisseur, vous aviez au préalable fait un marché public, là vous êtes, a priori aussi dans les règles. Et 3e situation qui vous permet de respecter les règles de la commande publique, c'est si vous êtes un pouvoir adjudicateur, que vous n'avez pas fait de marché public, mais que vous arrivez à justifier que vous avez une exception à cette mise en concurrence, à ces marchés préalables, dans ce cas-là, vous êtes aussi dans les clous. Le type d'exemption à la mise en concurrence préalable, enfin un des exemples, assez classique, c'est le fait de se situer dans dans l'achat d'un service, innovant dont la valeur ne dépasse pas 100 000 €. Voilà, quelques éléments, quelques pistes pour vous mettre on va dire, la puce à l'oreille. Maintenant, c'est des éléments que vos responsables, achats ou responsables juridiques maîtrisent, peut-être bien mieux que nous tous. Alors quelques mots ensuite sur attendez, je vois une main levée, donc peut-être qu'avant de passer à la suite, on peut, prendre la question. La personne qui lève la main, je vois le début de votre nom, Patricia. Patricia Gallien, est-ce que vous voulez, intervenir? Je ne sais pas si j'autorise votre micro peut-être? Oui, Bon, c'est bon. j'ai oublié de baisser la main, Ah! excusez-moi. Pas de souci, et ben, c'est pas grave. Alors, des questions, peut-être que nous en avons dans l'onglet questions-réponses. Je l'ouvre tout de suite. Alors, avez-vous des éditeurs de solutions qui cherchent des ESMS testeurs? Alors nous, enfin, là, non, on n'a pas eu de demande, en tout cas en ce sens, de la part d'éditeurs jusqu'à présent. Un projet bénéficiant d'un financement ARS partiel peut-il être retenu? Alors je pense que ça dépend de la nature du financement ARS en question. Nous, comment dire? Une des règles que le service juridique nous a fait mettre dans le cahier des charges, c'est que le financement structure 3.0 ne pouvait pas se cumuler avec un financement européen, type FEDER par exemple. Donc tout dépend, je dirais, de ce financement. Je vous invite voilà, à le vérifier. Je vois ensuite une question. Par solution innovante, vous entendez nouvelle solution ou utilisation innovante d'une solution existante, voire utilisation dans des conditions spécifiques? Alors effectivement, la solution, elle n'a pas forcément besoin d'être nouvelle au sens jamais testée. Par contre, il va falloir que vous justifiez dans votre candidature, et l'IN y viendra sur les critères de sélection. Il faut que vous justifiez le caractère innovant. Donc c'est soit effectivement la techno, la solution qui est innovante, mais ça peut être aussi le cas d'usage qui est innovant. Ça peut être voilà, ce qu'elle propose de transformer en termes d'organisation qui peut être innovant. Donc, ça sera à vous de bien justifier le caractère innovant. Une des règles qu'on s'est mise néanmoins, c'est que la solution, elle ne doit pas être largement déployée. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour évaluer une solution qui serait déjà déployée dans des dizaines et des dizaines de SMS, parce que ce n'est pas le but de l'appel à projet. Le but, c'est plutôt qu'on réussisse à produire des rapports qui vont vous permettre de savoir en tant que SMS si ça vaut le coup ou pas d'investir sur une solution relativement nouvelle et que l'écosystème n'a pas eu l'occasion d'éprouver largement. J'essaie de balayer les questions. Est-il possible de candidater avec une solution qui est déjà déployée, mais pour laquelle de nouvelles fonctionnalités seraient testées en vie réelle pour la première fois? Donc la réponse est oui. Mais pareil, à vous de bien expliquer, dans votre dossier ce qui est nouveau, pas nouveau, et bien nous rassurer sur le fait que c'est les nouvelles fonctionnalités qui vont être expérimentées et évaluées. Un dispositif numérique financé par des FIR peut-il participer à l'appel à projet? Pour moi, je pense que le FIR n'est pas un financement européen. Alors, je ne suis pas une pro des financements européens, Non, c'est pas mais un financement européen, voilà, effectivement, le c'est FIR. bien ce qui me semblait. Donc a priori, oui, pas d'objection. Mais par contre, vous verrez dans le cadre de réponse, vous devez quand même expliquer quelles sont les subventions, que vous avez eues ou que vous pensez avoir, que nous aussi, on ait tous les éléments en tête pour juger. Quel exemple de projet pour EHPAD avez-vous vu passer? C'est vrai que pour l'instant, il est un peu tôt, donc on a pu échanger avec voilà, quelques structures, mais ça serait, je pense, un peu délicat de donner les informations comme ça en webinaire, et puis c'est un peu tôt pour l'instant. Par contre, si vous voulez plus d'informations sur le type de solution qu'on a pu être amené à financer sur les précédentes éditions de l'appel à projet Structure 3.0, c'est-à-dire en 2020 et 2022, toutes les informations sont sur notre site. Je pourrais remettre le lien un tout petit peu plus tard,
dans la conversation. Est-il possible qu'une tierce structure intègre le consortium pour mener à bien les expérimentations par rapport à, par exemple, un Living Lab? Oui, bien sûr. Même, je dirais, comment dire, toute structure qui vous permettrait de renforcer encore le caractère scientifique, je dirais, c'est pas le mot que je cherchais, mais le caractère robuste, en tout cas de l'évaluation que vous allez pouvoir faire est le bienvenu. Donc, typiquement, un Living Lab qui vous apporterait cette expertise méthodologique pour évaluer la solution, ça serait le bienvenu. Living Lab, tiers-lieu d'expérimentation en santé, et toute autre structure qui gérontopole, exactement, dans le D'autres structures secteur du navigation. d'accompagnement à l'évaluation et à la méthodologie sont bien sûr attendues si le partenariat se fait, bien sûr. Et je vois je crois, est-ce que c'est cumulable avec l'AAP dispositifs médicaux numériques au service des personnes âgées et du bien vieillir? Bon, Lynn, je te laisse la réponse. Tout à fait. Alors, il faut que l'objectif soit différent. Donc, si c'est pour une partie du projet qui diffère sur une finalité différente, typiquement, l'AAP sur les dispositifs médicaux numériques concerne uniquement les solutions ou les futures solutions qualifiées de dispositifs médicaux numériques. Mais s'il y a des développements sur le volet solutions numériques à usage en santé, mais qui ne sera pas qualifié de dispositif médical numérique et qui viendrait appuyer ces autres projets, ça pourrait être envisagé. En revanche, si c'est exactement la même finalité, le même objectif, le cumul n'est pas possible. Après, l'AP sur les dispositifs médicaux numériques concerne les niveaux de maturité technologique inférieurs à 8. Donc normalement, il n'y a pas de cumul réellement possible. Alors, je regarde s'il nous reste encore des questions. Je vois qu'il y a des questions à la fois dans les questions. Je vous invite peut-être à utiliser questions-réponses, qui est plus simple à suivre que le chat si vous avez des questions à poser. Je balaye rapidement le chat. Pouvons-nous déposer un projet d'audit des systèmes d'information dans cet appel à projet? Je ne pense pas. Alors, enfin, avec juste les 2 lignes que vous nous écrivez là, je dirais non spontanément, puisqu'on cherche vraiment des solutions numériques innovantes, voilà, au service des personnes, des professionnels. Donc voilà, a priori non, mais faites-nous signe pour nous donner plus de détails, post-webinaire si vous voulez qu'on en discute. Est-ce le fournisseur qui dispose de la solution innovante qui la propose aux structures qui désirent expérimenter? Je dirais que ça peut se faire dans les 2 sens. Ça peut être vous, ESMS, qui avez un besoin et vous profitez de cet appel à projet pour aller regarder les solutions qui pourraient y répondre et avec qui vous auriez envie de faire l'appel à projet. Mais bien sûr, ça peut venir de l'autre sens, un fournisseur qui voudrait bénéficier finalement d'une évaluation d'un ESMS et qui viendrait vous voir en vous disant bah, est-ce qu'on ne peut pas le faire ensemble. Mais auquel cas, par contre, ayez bien en tête ce que je vous ai dit un petit peu avant sur les règles de la commande publique. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un appel à projet qu'il ne faut pas prendre un minimum de précautions sur voilà, le fait de bien respecter ces règles. Un GCSMS peut-il répondre à l'appel à projet? J'aurais tendance à dire que oui. Voilà, il faudrait juste que vous me disiez, enfin, que vous verrez dans le cadre de réponse, à nous expliquer clairement quelle est la structure juridique finalement qui répond, parce que c'est à cette structure juridique qu'on versera les fonds, charge à elle ensuite de les répartir aux différents contributeurs, je dirais, de l'appel à projet. Même chose pour la question sur le GIP. Voilà, je pense que oui, mais voyez si ça rentre bien dans les cases de notre cadre de réponse. Et si ce n'est pas le cas, pareil, on peut s'en parler post-webinaire s'il y avait des petits doutes là-dessus. Les projets déjà démarrés sont-ils éligibles? Oui, mais par contre, soyez vigilants parce que les dépenses, comment ça s'appelle? Les dépenses, admissibles, au financement, elles ne démarrent qu'à partir du moment où, vous avez, signé la convention avec l'ANS. Donc, toutes les dépenses faites avant ne pourront pas être prises en compte. Par contre, si votre projet, le début de votre projet, c'était justement de commencer à expérimenter la solution, de finaliser le développement et que, la convention avec l'ANS, si vous êtes lauréat, démarre au moment de l'évaluation, bah, tous vos frais relatifs à l'évaluation pourront rentrer dans les dépenses éligibles. Une structure spécialement dédiée à la réponse à l'appel, mais pas de santé directement peut-elle participer au consortium? Je suis désolée, j'arrive pas bien à saisir la question. Voilà, si vous pouvez la reformuler dans le chat ou plutôt dans les questions-réponses, ça serait parfait. Un CCAS qui met en œuvre un projet en cours parmi les bénéficiaires en ville et déjà cofinancé par un conseil départemental est-il éligible?
Il faudrait que je revérifie finement si les CCAS sont bien dans le Code de l'action sociale et des familles, à l'article qu'on mentionnait tout à l'heure avec Lynn, le L 312-1, si je ne dis pas de bêtises. Si tel est le cas, aucun problème à ce que ce soit le CCAS qui candidate. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être la structure qui est elle-même sous la responsabilité du CCAS qui pourrait porter la candidature, ce qui n'empêche pas le CCAS de faire partie du consortium et du groupement qui répond à l'appel à projet. Alors, nous avons déjà un DUI et nous souhaiterions développer le volet IA. Cela peut-il rentrer dans le dispositif? Alors, je dirais que sur le principe, oui. Par contre, attention, structure 3.0, comme l'a bien dit Lynn, on est là pour évaluer, enfin, pour financer l'évaluation d'une solution. On n'est pas là pour financer le développement d'une solution. Donc, tout dépend, je dirais, de la maturité, on va dire, voilà, du volet que vous cherchez à expérimenter, quoi. Faudrait quand même que ce soit développé, suffisamment développé pour que ça puisse donner lieu à une évaluation dans le temps de l'appel à projet. Comment définir un niveau de maturité TRL? Alors là, on pourrait peut-être le copier-coller dans le chat, mais c'est les échelles un peu classiques qu'on trouve sur internet en tapant TRL, et là vous verrez, il y a un petit descriptif qui explique chacun des niveaux de TRL et ce que veut dire TRL 1, 2, 3 jusqu'à 9. C'est ça. C'est pas spécifique au domaine de la santé, c'est plutôt spécifique au niveau de maturité de n'importe quel type de technologie qui vont effectivement du niveau 1 où on a vraiment plus l'idéation, niveau 4-5 qui est plutôt la preuve de concept obtenue, et les niveaux à partir de 7 et 8 où on teste en conditions réelles d'utilisation, le niveau 9 étant le niveau le plus abouti qui est le déploiement de la solution dans la pratique courante. Je vois qu'on a 2 autres questions en suspens. Comment savoir si un dispositif est innovant? Je dirais que c'est à vous de nous faire la preuve dans votre dossier de candidature sur le fait qu'il soit innovant. Nous, la seule règle, je dirais, qu'on a écrite noir sur blanc dans le cahier des charges, c'est qu'il ne faut pas que la solution, ou en tout cas le bout de la solution qu'on évalue, soit largement déployé dans le secteur social et médico-social. Et l'innovation n'est pas forcément technologique, mais ça peut apporter une innovation organisationnelle portée par une composante numérique. Donc là, on est assez large quand même sur cette notion d'innovation. Et en tant que fournisseur de solutions, avez-vous des recommandations sur la recherche de partenariats pour la constitution d'un consortium? Là, non, on n'assurera pas le côté mise en relation entre les structures sociales et médico-sociales et les fournisseurs de solutions à notre niveau. Alors, écoutez, après ce petit temps, les questions ont fusé, donc merci, parce que c'est une bonne façon pour nous de reformuler ce qu'on vous a présenté dans les conditions d'éligibilité de l'appel à projet. On souhaitait vous présenter avec Lynn maintenant les critères de sélection et la façon dont se déroule la procédure d'appel à projet. Lynn, je te laisse la main sur les critères. Alors, sur les critères de sélection, on en a spécifié 5, où le premier, c'est ce qui va nous importer déjà pour débuter, c'est la réponse à un besoin qu'on a décrit comme besoin avéré et le caractère innovant de la solution. Dans ce cadre-là, on souhaite que vous puissiez nous décrire ce besoin qui soit peut-être non couvert ou partiellement couvert. Il peut être, disons, une solution qui réponde finalement à un enjeu déjà couvert par d'autres types de technologies, de produits de santé ou autres, mais qui ne répondent pas complètement aux besoins remontés. Et le deuxième point, c'est de pouvoir justifier justement du caractère innovant dont on parlait, que ce soit en termes d'innovation technologique ou aussi d'innovation organisationnelle portée par une composante numérique, comme je vous le disais. Le deuxième critère, c'est celui de la robustesse de la démarche qui va être appliquée. Donc, on souhaite ici voir transparaître dans le dossier de candidature à la fois les moyens que vous comptez mobiliser, également la gouvernance du projet. On parlait d'un projet qui va être en partenariat avec plusieurs acteurs, des acteurs qui évaluent, des acteurs qui fournissent la partie technologique et le porteur qui est plutôt du côté de l'utilisateur, de l'établissement. Dans cette partie de robustesse, on a aussi intégrer des éléments sur la méthodologie du projet et donc plus spécifiquement la méthodologie d'évaluation que vous envisagez de mettre en place, les indicateurs, le design de l'étude, des éléments qui vont permettre en fait de jalonner les différentes étapes du projet et enfin de justifier votre capacité à mener aussi ce projet dans les délais impartis, puisque voilà, ce sont des financements qui sont limités en termes de temps et qu'il faut être en capacité de démontrer aussi cette capacité à faire.
Le troisième critère, c'est celui de l'impact de cette solution numérique qui va être testée. Et donc, on souhaite voir ici quelques indicateurs aussi à la fois qualitatifs, quantitatifs. Ça va dépendre de ce que vous souhaitez mesurer sur les bénéfices que vous attendez à l'usage de cette solution. Le quatrième catégorie de critères, c'est sur la viabilité du modèle économique. Comme on vous le disait, on souhaite aussi voir cette capacité de déploiement derrière, le passage à l'échelle. Et donc, on souhaite que dans le dossier puisse être décrit aussi le modèle économique envisagé à l'issue de cette expérimentation. Et enfin, un point donc très important à la fois à l'ANS et à la DNS, c'est aussi le respect de la doctrine technique du numérique en santé. Donc, pour vous d'être en capacité de nous démontrer l'articulation de cette solution numérique, des solutions numériques testées, avec les référentiels, les services socles de la doctrine. Quelques mots maintenant sur la procédure de l'appel à projet. Donc, on a 4 grandes étapes pour cet appel à projet. La première, c'est le dépôt de candidature. Donc là, c'est à vous de jouer. C'est avant le 30 septembre, comme on le disait, sur le site, sur un espace démarche simplifiée, dans lequel, en fait, vous devez remplir une première synthèse qui nous permet d'avoir les éléments un peu macro de votre candidature. Ensuite, on vous demandera de télécharger sur cet espace, démarche simplifiée, votre dossier de candidature qui se compose, en fait, d'une présentation PowerPoint, qu'on a voulu assez, structuré. En fait, on vous a indiqué très clairement dans le cadre de réponse, ce qu'on voulait voir, sur le slide 1, sur le slide 2, sur le slide 3 et cetera. Vous verrez, c'est très détaillé. On compte sur vous pour, respecter cette structuration du cadre de réponse. C'est ce qui va nous permettre ensuite de les analyser au regard des, 5 critères d'évaluation que Lynn vient d'exposer. Et en plus de ça, comme pour tout appel à projet, il y a un certain nombre d'éléments, je dirais, administratifs et financiers dont on a besoin pour analyser votre candidature, des fiches de demande d'aide, des lettres de mandat, des annexes financières et cetera. On a essayé de faire assez proche de ce qui vous est demandé éventuellement dans d'autres appels à projets nationaux notamment. Donc après ce dépôt de candidature, vos dossiers seront instruits, avec une première instruction qui se fera sur le dossier, «écrit» entre guillemets, donc par un pool d'experts que nous allons mobiliser, sur octobre et novembre. Et ensuite les meilleures candidatures seront sélectionnées pour une audition d'une trentaine de minutes probablement, à l'issue de laquelle le jury présent lors des auditions fera des préconisations, pour les lauréats, et ces lauréats devront être validés par la direction de l'Agence du numérique en santé qui porte l'appel à projet pour pouvoir ensuite être communiqués. On espère ensuite conventionner avec les lauréats, au cours du mois de décembre. C'est ambitieux, mais on espère qu'on arrivera à tenir ce timing-là. Si ce n'est pas le cas, ça débordera peut-être sur le tout début d'année 2026. L'idée étant que vous puissiez démarrer vos projets très tôt, dans l'année 2026. Et là, on essaiera de faire un suivi régulier côté ANS, peut-être pas tout à fait mensuel, mais de cet ordre de grandeur en tout cas, pour voir comment avance votre projet. À mi-parcours, on fera un bilan sur l'avancement du projet d'une part et sur la consommation de la subvention d'autre part, donc bilan, projet plus bilan financier. Et bien sûr, vous aurez un rapport final à produire à l'issue de l'expérimentation, là aussi avec le bilan du projet et le bilan financier. Et on aimerait aussi, côté ANS, s'appuyer sur un comité de suivi pour nous aider à suivre l'avancement de vos projets, pour que, au début du projet, à mi-parcours et en fin de parcours, il y ait des experts du secteur, tant sur les aspects métiers que les aspects méthodologiques, qui puissent nous appuyer et vous donner des recommandations pour éventuellement réorienter les expérimentations et les évaluations si besoin est. Et je donne une info aussi par rapport à ça. Il n'est pas impossible que lors des auditions, vous présentiez un dossier, qu'on souhaite, maintenir comme lauréat, mais que méthodologiquement, il y ait des petits ajustements à faire pour que la méthode nous paraisse encore plus robuste. Auquel cas, on pourra se donner au moment du conventionnement un petit temps pour ajuster votre proposition initiale et faire évoluer à la marge la méthodologie et donc de fait potentiellement les annexes financières qui iraient avec. Sur les règles de financement, puisqu'on parlait des aspects financiers, donc le taux de cofinancement est de 40 %, c'est-à-dire que, côté ANS, nous pouvons financer jusqu'à 40 % des coûts du projet. Les coûts admissibles pour le calcul de la subvention sont les salaires, des personnes en poste ou des personnes éventuellement recrutées pour le compte du projet, des frais généraux qui sont calculés de façon forfaitaire par rapport aux frais de personnel, évoqués juste avant, des éventuelles prestations externes pour la réalisation du projet, des coûts, d'amortissement s'il y avait du matériel, par exemple, utilisé dans le cadre du projet, et puis les coûts, affectables au projet que sont, les achats, des consommables, des frais de mission, par exemple.
C'est ça que vous pouvez mettre dans votre enveloppe. Et je rappelle peut-être un peu lourdement, parce que c'est ce qui change aussi beaucoup entre l'appel à projet Structure 3.0 2025 et les appels à projets des années 2020 et 2022, c'est que cette année, on sera vigilant à ce que dans l'annexe financière, les coûts soient essentiellement des coûts liés à l'évaluation de la solution. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas financer un peu d'achat, un peu de développement, s'il y a une petite fonctionnalité qu'il faut légèrement modifier pour que la solution s'intègre bien dans l'environnement dans lequel elle va être évaluée. Mais il ne faut pas que ces coûts de développement, d'installation, d'achat, d'interop, de ce que vous voulez, soient trop significatifs dans votre annexe financière, parce que nous, ce qu'on veut financer, c'est le temps passé par les professionnels et l'entreprise candidate à évaluer l'impact de la solution. Le montant maximal de la subvention qui sera versée, c'est 150 000 €, donc vous ne pourrez pas bénéficier d'une subvention supérieure à ce montant-là. On vous demande dans le dossier de candidature de remplir une annexe financière pour détailler justement les coûts du projet, pour nous permettre de calculer la subvention. Et justement, on demande d'avoir un petit peu de détails pour savoir en fait qui sont d'où viennent ces coûts entre la structure sociale et médico-sociale et le fournisseur de la solution numérique innovante. La subvention, elle sera versée par l'ANS à la structure qui porte la candidature, charge à elle ensuite de redispatcher les fonds en fonction des dépenses de chacun. On versera 50% de la subvention au démarrage du projet une fois qu'on aura signé ensemble la convention, et le solde, lui, sera versé à la remise du rapport, des rapports, rapport projet et rapport financier à la clôture du projet, sous réserve évidemment que l'expérimentation soit allée au bout et que vous ayez pu produire ces fameux rapports. Je ne vais pas m'appesantir sur ce slide que je vous mets à l'écran là, c'est juste pour rappeler une règle qui, je crois, est très classique dans les appels à projets, c'est que forcément vous vous engagez sur un budget prévisionnel. Et après, il y a 2 possibilités dans la vie réelle. Soit le budget prévisionnel, vous l'aviez un peu surestimé et vos coûts réels sont inférieurs à ce que vous aviez estimé, auquel cas la subvention elle est recalculée et revue à la baisse en fonction des coûts réels du projet. Le cas inverse est possible, vous aviez sous-estimé vos dépenses prévisionnelles et finalement vous avez consommé plus, auquel cas la subvention à l'inverse ne peut pas être revue à la hausse parce qu'elle est plafonnée à ce qui est prévu dans la convention. Et donc voilà, les coûts qui seraient supplémentaires que vous n'auriez pas budgétés initialement ne peuvent pas être pris en compte a posteriori. Bon, je l'ai illustré dans ce slide avec un exemple chiffré, mais je ne le détaille pas peut-être là tout de suite. Ce que je te propose, Lynn, avant de passer à la conclusion, c'est de prendre peut-être les quelques questions qui se sont affichées entre-temps. Il y en a. Alors, dans l'onglet questions-réponses, il y en a. Alors, questions-réponses, je ne sais pas. Alors, questions-réponses. Ah oui, je vois une question. Les ARS ont-elles un rôle dans le suivi des projets? Ça, c'est possible. En tout cas, j'ouvrirai cette possibilité aux ARS qui en feront la demande. Et après, il faudra voir ensemble selon quelle modalité. Mais oui, vous pouvez me solliciter si vous souhaitez. Une fois que vous connaissez les lauréats de l'appel à projet, vous pouvez me solliciter pour me dire que vous souhaitez être associé de près ou de loin à leur suivi. Est-il possible d'échanger en amont du dépôt de la candidature pour valider si le projet rentre dans les critères? Alors oui, je vous mettrai à la fin du webinaire l'adresse mail qui permet de nous contacter. Et oui, bien sûr, pas de souci pour échanger. On pourra vous faire, je dirais, des réponses avec Lynn sur est-ce que selon nous, ça rentre dans l'éligibilité, les critères d'éligibilité. Après, bien entendu, c'est dur de vous dire ce que pensera le futur jury de votre dossier. On ne va pas forcément vous aiguiller là-dessus, mais sur l'éligibilité, oui. Alors, on Et a... dans le chat. Oui, on a des questions dans la conversation également, notamment est-ce qu'un établissement ayant déjà été lauréat des précédentes éditions de Structure 3.0 peut-il être de nouveau candidat? A priori, Oui. ça oui. Oui, pas d'objection, tant que c'est pas sur le même projet, sur le même projet, les mêmes fonctionnalités, la même solution, aucun souci. Autre question sur le sujet de l'innovation, est-ce qu'il peut porter sur le domaine RH du médico-social? Alors, sur les solutions numériques, effectivement, la thématique d'innovation pour les ressources humaines est également inclus. On a parlé aussi des sujets de qualité de vie et conditions de travail et qui peuvent tout à fait être éligibles. Et on a encore une question, est-ce qu'il faut maximum 2 structures dans le projet santé et solutions numériques? Je ne suis pas sûre de Alors, voir. oui, je dirais qu'il faut minimum
une structure sociale et médico-sociale et un fournisseur de Ah, solutions numériques, mais le maximum, je dirais que, entre guillemets, tout est possible sous réserve que ce soit réaliste. Donc, vous pouvez être plusieurs structures médico-sociales avec plusieurs fournisseurs de solutions numériques sans que ça pose un problème particulier. Il faudra bien désigner qui est le responsable, le chef de file de la candidature. et juste à noter quand même pour rappel que dans les critères de sélection, vous demande de justifier de la capacité à mener à bien le projet. Donc voilà, si c'est un nombre de partenaires très élevé, il y a aussi ce risque-là qui doit être pris en compte dans l'évaluation du dossier. Donc je pense qu'il faut trouver le juste milieu, mais effectivement, on n'a pas fixé de partenaire maximum. Alors, on vous propose peut-être, avant de prendre les dernières questions, un bref résumé de tout ce qu'on s'est dit là. Alors, Structure 3.0, donc c'est un projet qui concerne le secteur social et médico-social. C'est une des spécificités de cet appel à projet, de s'adresser vraiment exclusivement à ce secteur qui est parfois un peu moins couvert, je dirais, par d'autres appels à projets nationaux notamment. La double thématique retenue cette année, c'est le bien vieillir et la santé mentale. Donc, vos solutions peuvent concerner l'un et ou l'autre de ces thématiques en lien fort avec les grands défis que Lynn a évoqués. Le porteur de la candidature, ça doit être forcément une structure sociale ou médico-sociale au sens de l'article L312 du Code de l'action sociale et des familles. Et cette structure sociale et médico-sociale doit à minima se mettre en binôme, en partenariat avec un fournisseur de solutions numériques. Le projet est financé à hauteur de 40% des coûts du projet, dans une limite de 150 000 € par projet. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour candidater et la candidature se fait uniquement via démarche simplifiée. Et c'est l'adresse mail que je vous promettais depuis tout à l'heure. Pour toute question, vous pouvez contacter cette adresse mail-là que j'essaye de suivre tous les jours pour pouvoir vous répondre au plus vite. Et Lynn, je crois qu'on avait un dernier slide pour expliquer finalement Oui. la spécificité de Structure 3.0 par rapport aux nombreux autres appels à projets du moment. Tout à fait. La main. Alors, bon, on vous laissera prendre connaissance de la slide. L'idée étant juste de vous montrer un petit peu le positionnement par rapport aux autres appels à projets. Tout d'abord, la différence, c'est le porteur du projet. Si on compare notamment aux appels à projets des grands défis santé mentale ou bien vieillir, ici, on attend des ESSMS. Donc, l'industriel vient en tant que... Il peut être un coporteur ou un partenaire du projet, mais en tout cas, le porteur principal est un ESMS. Sur les thématiques, on est sur des deux, on vous a cité bien vieillir et une santé mentale. Et par ailleurs, en termes de niveau de maturité de la solution, on attend donc des solutions qui soient des solutions numériques, qui ne sont pas forcément des dispositifs médicaux numériques. Donc, elles peuvent répondre aux enjeux de qualité de vie, conditions de travail, les enjeux RH, de structuration au sein des établissements, pas uniquement, et avec un niveau de maturité assez avancé, puisque la solution doit être prête à être testée en conditions réelles d'utilisation. Et par ailleurs, voilà, si on compare à d'autres appels à projets voilà, préexistants, on est sur une durée maximum des projets de 24 mois. Donc, c'est des délais relativement courts, mais qui permettent tout de même de mettre en place une phase de test, d'expérimentation, à la fois sur une méthodologie qu'on souhaite robuste, mais aussi agile dans le peu de temps octroyé. Et donc là, on vous a mis d'autres appels à projets que je ne détaille pas, mais qui peuvent venir financer sous d'autres modalités, d'autres parties du parcours, par exemple, qui pourraient être ciblées par une des solutions que vous présentez dans Structure 3.0. Donc, ils sont pas, voilà, il n'y a pas de fait de participer à un des appels à projets n'empêche pas de participer à l'autre, mais il faut qu'il y ait des finalités effectivement différentes en fonction de ces appels à projets. Et ces appels à Voilà. projets, vous les retrouvez tous sous une autre forme, sous Genius aussi, qui, depuis une semaine à peu près, a publié une actualité pour redétailler chacun de ces appels à projets et ses spécificités. C'est le petit moment promotion de Genius. N'hésitez pas à y aller, on a mis aussi l'ensemble des éléments sur cet appel à projet dessus. Je vois qu'on a, je crois, 2 nouvelles questions depuis notre séquence de tout à l'heure. Quelle est la finalité de l'appel à projet? Valider des solutions, faire un recueil des évaluations pour mettre en œuvre une stratégie DM? Quelles sont vos attentes de capitalisation à l'ANS et à la DNS? Je fais une partie de la réponse, Lynn, tu en auras sûrement une deuxième. Je dirais que pour nous, Structure 3.0, là, l'enjeu, c'est de réussir à identifier des solutions qui commencent à faire leurs preuves. Parce qu'on nous demande souvent,
côté région, côté structure sociale ou médico-sociale, j'ai tel besoin de santé, j'aimerais tester des solutions numériques innovantes. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est accepté par les professionnels? On espère en tout cas à travers les lauréats Structure 3.0 pouvoir faire la preuve de l'intérêt d'un certain nombre de solutions. Et donc notre enjeu notre vrai enjeu, c'est, le fait de pouvoir publier de vrais rapports d'évaluation des solutions basés sur une méthodologie suffisamment robuste pour qu'on puisse en tirer des vraies conclusions. Et après, je sais que Lynn, toi, tu as aussi des attentes sur justement sur l'analyse des méthodologies dans le cadre des grands défis. Alors les deux, tout d'abord sur l'analyse des méthodologies, le choix des indicateurs qui ont été sélectionnés, qui sont pour vous importants pour savoir si vous allez ensuite financer la solution, la pérenniser dans vos structures et pouvoir utiliser donc ces indicateurs et ces résultats-là, que ce soit de réussite ou non, pour diffuser, avoir un peu un observatoire des usages dans le médico-social. Et le deuxième point, et ça va être un peu en continuité avec ce que tu disais Elsa, c'est aussi d'être en capacité à l'issue de ces expérimentations de voir ce qui peut être aussi, ce qui peut passer à l'échelle et notamment qui pourrait être référencé, soit dans le cadre des centrales d'achat, soit dans le cadre des conférences des financeurs. Donc ce besoin en fait de preuves nous est remonté de beaucoup de financeurs, que ce soit au niveau public ou privé, et on souhaite par le biais de cet appel à projet générer ces preuves qui soient assez robuste méthodologiquement pour, dans un deuxième temps, voir ce qui pourrait être diffusé ou relayé dans d'autres structures et un peu avoir un guide. Alors, ce ne sera pas une orientation au choix, c'est uniquement un peu un guide des deux choix avec les bons indicateurs et les bonnes questions à se poser dans le cas de l'achat des solutions qui répondent à des finalités que vous auriez pu nous remonter dans le cadre de cet appel à projet. Et je vois qu'on a une dernière question. La grande majorité des dépenses éligibles devant être fléchées vers l'évaluation en elle-même, ne craignez-vous pas que ces dépenses soient principalement de fait des prestations externes? Alors c'est une possibilité, nous on en voit enfin, comment dire? Disons dans les coûts éligibles de l'appel à projet, on se dit que pour pouvoir être évalué, forcément la solution va devoir aussi être expérimentée en vie réelle par les professionnels. Donc les professionnels qui vont prendre du temps à tester un dispositif nouveau, qui vont prendre du temps à participer à justement à ces évaluations, ce temps-là peut être valorisé. Donc c'est des professionnels qui sont dans le soin quotidien, je dirais, donc ces temps-là qu'ils prennent pour, expérimenter la solution et contribuer à son évaluation peuvent être valorisés dans les coûts éligibles de l'appel à projet. Et par ailleurs, si le consortium intègre justement, comme le disait un des participants, un living lab, un tiers-lieu, un gérontopole, enfin bref, une structure dont la compétence tourne autour de l'évaluation des solutions, dans l'annexe financière, ils auront la possibilité de valoriser les frais de personnel en fait associés à au temps qu'ils vont consacrer au projet. Et donc ce ne sera pas sur la ligne prestations externes, mais ça sera comment dire? Des frais de personnel, des acteurs du consortium qui s'impliquent sur l'évaluation. Mais oui, il peut y avoir aussi évidemment de l'évaluation externe, qui sera financée. Voilà, on attend de voir ce que vont nous donner les réponses, mais voilà, ce que vous évoquez, c'est une des possibilités en effet. Je ne vois plus d'autres questions ni dans la conversation, ni dans le chat et comme il est 16h13, c'est parfait en termes de timing. Ah si, il y a la dernière question, celle qui nous fait finir pile à l'heure. Je l'ouvre un instant. Non, c'était probablement non, c'était probablement une ancienne notification. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour, votre participation à ce webinaire. J'espère et on espère avec Lynn que ça a pu vous donner un aperçu de l'appel à projet, que ça vous a donné envie peut-être d'y candidater et si jamais il y avait des questions qui restaient encore sans réponse à l'issue de cette première session, faites-nous signe à travers, l'adresse mail qu'on a mis dans le support et qui a été remise dans le chat, il y a quelques minutes, pour toute question, pour un point, voilà, un point de vive voix ensemble. Merci à tous, belle journée. Merci à tous, très bonne journée et puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt.